Bonjour Guillaume. Bonjour Leslie. Aujourd'hui, on s'entretient avec toi parce que tu es arpenteur géomètre. Es-tu capable de nous résumer une journée type d'un arpenteur en 1 minute? Parce que tu sais, c'est pas un métier si connu que ça, là. Non, effectivement, c'est un métier qui est très méconnu. Un arpenteur géomètre, c'est l'expert des mesures et des terrains. Donc, notre métier dans le quotidien, c'est de s'assurer que les terrains soient conformes, de s'assurer que si vous achetez une maison, qu'elle est située à une bonne distance de la rue, qu'il n'y a pas d'une servitude, par exemple, pour une conduite d'eau qui passe en arrière de votre propriété, que la remise est conforme. On a aussi un rôle par rapport aux nouvelles constructions, de s'assurer que si votre contracteur veut faire une nouvelle maison, que ça respecte toutes les lois et règlements applicables par rapport au zonage puis par rapport à la réglementation gouvernementale pour les limites de propriété. Et aussi, on travaille beaucoup avec des firmes de génie pour être capable de dire ben, les tuyaux qui sont sous terre dans la rue, que ça ne fasse pas de refoulement d'égouts dans votre maison. Puis le certificat de localisation que vous produisez, c'est Mhm. le document légal qui est essentiel à toute transaction immobilière. On ne peut pas acheter, vendre sans ça. Vous êtes comme les yeux du notaire un peu. Exact. On est les yeux du notaire, mais bizarrement, il y a certaines personnes qui achètent tout de même sans certificat Ah de oui, OK. localisation. Donc, c'est un peu comme acheter une voiture, mais sans garantie légale, sans la faire inspecter. Donc, ça comporte des risques. Il faut en être conscient. Souvent, les personnes qui vont exiger d'avoir un certificat de localisation, ça va être soit les institutions financières, parce que eux, en cas de souci, ils veulent être sûrs que la maison est conforme et que leur prêt, par exemple, ils vont vous prêter 200 000, 500 000 pour acheter une maison, ils veulent être sûrs que ça a de la valeur. Une maison, par exemple, qui serait bâtie à moitié sur un terrain voisin, ça n'a pas la même valeur qu'une maison qui est 100% conforme. Et la même chose, le notaire, lui, avant de transiger, va demander un certificat de localisation pour être sûr que ben, il n'est pas en train de faire une transaction problématique. Est-ce que Ouais. les assurances peuvent le demander aussi? Les seuls cas où est-ce que j'ai vu les assurances demander un certificat de localisation, c'était en cas de litige. Donc, par exemple, un arbre d'un voisin tombe sur une maison, par exemple la mienne. L'arbre, il est proche de la limite de propriété. On a besoin d'un certificat de localisation pour déterminer l'arbre appartient à qui pour être sûr de savoir quel assureur va payer. Mais par exemple, pour une couverture habituelle tout risque, moi, je n'ai pas vu d'assureur l'exiger. Il y a le certificat de localisation. Maintenant, c'est bon 10 ans. Est-ce que ça, en fait, ça vous a apporté plus de travail, justement? Le certificat de localisation, c'est une règle du pouce qui dit que c'est bon 10 ans, mais il faut comprendre que c'est bon dans l'œil de celui qui le regarde. Donc, des fois, on a des clients qui nous appellent en disant, je suis en train de planifier déménager dans 3, 4, 5 ans. Je veux me prendre d'avance et je veux faire le certificat de localisation tout de suite. Moi, je leur dis, ben, je vais avoir l'air d'un drôle de capitaliste, mais gardez vos sous pour l'instant. C'est-à-dire qu'un certificat de localisation, par exemple, s'il y a une rénovation cadastrale, un changement de zonage, des zones à glissement de terrain, des zones humides qui sont votées par des organismes réglementaires au Québec, ben, ça peut invalider le certificat de localisation. Donc, si on fait un certificat de localisation, par exemple, en 2019 et en 2020, il y a des zones humides qui arrivent sur le terrain, Leslie, vous faites visiter une propriété à un acheteur, lui va dire ouais, mais j'ai vu sur le site de la ville qu'il y a maintenant des zones humides, j'exige un nouveau certificat de localisation. Donc, il va falloir le refaire faire parce que lui, sa banque, son notaire vont l'exiger. Donc, oui, le fait que la norme soit arrivée du 10 ans, ce n'est plus bon, ça amène un volume d'ouvrage supplémentaire, mais ça serait un peu mal conseiller le citoyen de dire que s'il y a moins de 10 ans, c'est bon. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, OK. Donc, c'est mieux de se référer à vous pour ça, pour toutes les questions. Puis, le certificat de localisation, justement, tu me suggères de le faire juste un peu le début du projet de vente? oui. Nous, la question qu'on pose aux gens quand ils sont un peu ambigus, c'est dans un horizon de combien de temps vous voulez que la pancarte à vendre soit devant la maison? S'ils nous disent supérieur à 1 an, on dit attendez un peu. S'il dit autour de 6 mois, c'est un bon moment. 6 mois et moins, c'est un bon moment. Idéalement, on n'attend pas que la pancarte soit tout de suite en avant parce Combien que vous acceptez?
C'est ça. Donc, avec le marché immobilier présentement, ce serait un euphémisme de dire qu'il est en ébullition, euh, il faut prévoir un petit peu d'avance parce que des fois, ça peut retarder la vente, chose qui n'est pas souhaitable. Généralement, une vente immobilière, on souhaite que tous les engrenages soient un peu comme dans l'huile et que ça coule bien. On n'a pas envie que ça bloque à la fin quand on arrive chez le notaire et dire ah, je n'ai pas la localisation, ça me l'apprend absolument. Donc, de se prévoir un petit peu en amont, c'est l'idéal. Puis les délais, présentement, ça ressemble à combien de temps? Nous, dans notre entreprise, on est autour de 10 à 12 semaines. On est capable de dépanner le client puis d'en sortir encore en mode urgence, en mode overtime de 4 à 5 semaines. Mais c'est sûr que c'est un mode de dépannage. Quelqu'un qui est pressé, c'est comme avec Puro Later, ce n'est pas les mêmes taux. Mais moi, ce que j'entends du marché actuellement, la plupart des arpenteurs sont entre juin et août. Donc, cette braquette-là de 12 à 20 semaines, c'est disponible. Avant la pandémie, c'était autour de 4 semaines, mais là, avec le volume qui est arrivé, ce n'est pas nécessairement des contraintes de confinement, c'est vraiment des contraintes de volume. Il y a une activité vraiment très intense sur le marché. Puis là, lorsqu'on vous appelle pour faire une soumission, Mm évidemment, le tarif varie selon le terrain, -hmm. le zonage, le secteur. Qu'est-ce qui influence vraiment la soumission? Il y a environ 5 critères qui influencent la soumission. Est-ce que c'est très proche du bureau ou c'est très loin du bureau? La distance, le rayon d'action, il y a une mobilisation à faire. Ensuite, est-ce que le terrain est grand ou petit? Est-ce que le terrain est vacant ou occupé? Est-ce que le terrain est boisé ou pas? Et est-ce que le terrain a des contraintes particulières? Contraintes particulières, ça peut être, par exemple, un cours d'eau, un marécage, une zone à glissement de terrain, une falaise, une montagne, des contraintes naturelles. Nous, quand on fait l'estimation, on voit ça. La plupart des arpenteurs géomètres voient ça en amont. Et l'idée, c'est vraiment, ce n'est pas pour augmenter les prix, mais c'est pour prévenir les surprises à la facturation. Donc, nous, on fait tout ça en amont pour être sûr que les tarifs qu'on dit, c'est les tarifs qu'on livre. Puis comment ça fonctionne, le délai? Vous venez, vous prenez les mesures, par la suite, c'est quoi les délais entre chaque Mm. étape? C'est quoi les étapes Ouais. certificat de Il localisation? il y a environ 5 étapes d'un certificat. J'ai l'impression que je suis dans la règle des 5. Oui. Il y a la prise de mandat, l'ouverture, qui est un travail clérical. Ensuite, il y a la préparation du mandat terrain et les recherches dans les registres gouvernementaux. Donc, on va faire les recherches pour être sûr, est-ce qu'il y a une servitude sur le terrain? Est-ce qu'il y a du zonage particulier? Est-ce qu'il y a des éléments d'intérêt qu'il faudrait aller mesurer? Ensuite, on va aller sur le terrain. Ça va prendre habituellement 90 de nos mandats prennent soit une demi-journée ou une journée complète. Ensuite, on revient au bureau. On fait des calculs mathématiques pour savoir où sommes-nous dans l'univers, où sont les bâtiments par rapport aux limites de propriété, calculer les limites de propriété par rapport aux monuments d'arpentage. Donc, ce que les gens voient sur le terrain, soit des tuyaux de fer, des tiges d'acier ou des repères d'arpentage avec le médaillon rond. Et ensuite, ça s'en vient sur la table de l'arpentage géomètre pour faire la synthèse, la rédaction du rapport pour être sûr que tout est conforme. Des fois, il y a un astérix qui se rajoute à la fin. Si, par exemple, le bâtiment est non conforme, on va faire l'enquête au niveau de la municipalité pour être sûr, est-ce qu'il y a des droits acquis ou non avant de se prononcer par rapport à la maison est, par exemple, trop près de la rue. C'est possible qu'en 1980, le règlement était différent. Donc, si en 1980, c'était conforme, là, on va conseiller le notaire et dire, regardez, en 1980, la réglementation était comme ça. Donc, il n'y a probablement pas de souci. Donc, vous travaillez conjointement avec les notaires. Ils vous appellent, Oui, vous posent des questions. oui. On va faire ce travail-là ensemble. Puis, justement, là, pour quelqu'un qui ne lit pas des certificats de localisation à tous les jours, parce que c'est le commun des gens autour de moi ne lisent pas ça tous les jours, c'est quoi les sections qu'il faudrait privilégier? Tu me diras, il faut toutes les lire, Tout. évidemment. Et tu sais, c'est quoi qu'il faut vraiment porter attention que s'il y a une problématique, c'est plus dans cette section-là que ça va être dévoilé. Statistiquement, ben, comme on dit, toutes les sections sont importantes, sinon ils ne seraient pas là. Mais statistiquement, les soucis peuvent se retrouver dans environ 3 à 4 sections. La première, c'est au niveau de la concordance et des empiètements. C'est est-ce que vous ou le voisin empiétez sur une limite qui ne vous appartient pas? Donc, par exemple, une remise qui serait localisée chez le voisin, une clôture qui a été mal installée et qui fait que vous occupez 30 centimètres au-delà de votre limite.
Ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous devez, après, faire des nouveaux aménagements, une nouvelle remise, un cabanon, un spa, il faut être conscient que la clôture n'est pas sur la limite. Ensuite, il va y avoir tout ce qui a rapport aux réglementations municipales. Est-ce que la maison est conforme par rapport à la distance par rapport à la rue ou par rapport aux limites sur les côtés ou en arrière? Ou encore la remise ou la piscine. Tout ça, moindrement, c'est une construction permanente. Il y a souvent des normes sur chacun des terrains. Donc, est-ce que tout ça, c'est conforme? Parce que ce qu'il faut entendre sur ce n'est pas conforme, c'est soit il va falloir aller chercher une autorisation qui s'appelle une dérogation de la part de la municipalité, ou encore vivre avec le risque qu'un intervenant municipal peut arriver et dire ce n'est pas conforme, s'il vous plaît, déplacez-le. Dans le cas d'un bâtiment principal, j'ai vu ça seulement une fois, que c'était quelqu'un de mauvaise foi qui avait bâti au mauvais endroit. Et dans le cas des bâtiments accessoires, par exemple, ça peut arriver de dire, ben, prenez la remise, levez-la, déplacez-la un peu et remettez-la à la bonne place. Ensuite, le volet servitude. Donc, quand on voit, par exemple, des fils aériens en arrière d'Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, qui amènent des services à notre maison, il faut se rendre compte que ces installations-là ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à une société d'utilité publique et que eux, leurs droits sont protégés par servitude. Donc, ils ne sont pas propriétaires du terrain, mais ils ont une espèce de lisière de terrain qu'ils peuvent intervenir sur votre terrain. Donc, par exemple, pour arriver avec des échelles, un camion. Ça, c'est pas rare. Exact. Comment cette servitude-là, faut pas, Oui, avoir faut pas, peur. c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Mais si, par exemple, vous avez bâti votre remise ou votre piscine sous des fils électriques, il faut être conscient que faut que ça allume une lumière jaune, sinon rouge. Que ben, probablement que ce n'est pas à la bonne place et qu'il y a un enjeu. Puis c'est ça que le certificat de localisation va mettre en lumière. Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à une servitude? Est-ce que la servitude est correctement respectée? Donc, c'est pas mal ça les 4 points. La concordance, les empiètements, les servitudes et les réglementations municipales. On va justement regarder un plan de certificat de localisation que tu m'as envoyé, puis tu vas Oui, nous aider à déchiffrer le tout. Donc, sur ces certificats de localisation-là, qu'est-ce que tu conseillerais de regarder en premier? normalement, ça peut paraître bizarre, c'est la lettre de livraison. Donc, normalement, sur le certificat de localisation, il y a une lettre qui l'accompagne qui dit Bonjour Leslie, j'attire votre attention sur tels items. Dans ce cas-là, c'est l'exemple le plus facile que tu as. C'est-à-dire, tout est conforme, tout va bien. Ah, j'en vois deux qui sont plus particulières. La haie et la clôture, qui sont respectivement à droite et à gauche, ne sont pas On a les directement. légendes aussi là, dans les certificats. Oui, c'est ça. Pose la Donc, pour question, là. ne pas alourdir, on met de la couleur du texte en légende. Donc, à droite, on voit une espèce de bosquet des froufrous verts. Le centre de la haie est un petit peu décalé vers la droite. Ça veut dire que les troncs de la haie sont localisés sur le terrain du voisin. Il faut en être conscient de dire, ben, la majorité de la haie est chez mon voisin qui peut s'appeler Gilles. Donc, si un jour, on a à détruire la haie et reconstruire une clôture, ça va se rapprocher vers le terrain de Leslie. Même chose de l'autre côté à gauche. La clôture, avec les X en espèce de rouge saumon, on voit que de un, elle n'est pas parfaitement droite et de deux, elle déborde sur le terrain de Jacques à gauche pour dire, ben, si un jour on reconstruit la clôture, ça va aussi revenir sur le terrain du centre. Ce n'est pas à la bonne place. Mais pour le reste, par exemple, la maison, le garage et la piscine, toutes les constructions sont conformes. Dans la section qui parle des règlements municipaux, les normes vont être données et vous allez pouvoir voir que ça concorde avec le règlement de zonage de la municipalité. Sherbrooke n'a pas les mêmes normes que Magog et vice-versa par rapport à Offord ou encore Lingwick, Cookshire, Eastman. Chacune des municipalités est reine de son règlement de zonage dans les paramètres de la réglementation sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais là, si mes voisins, eux, refont leur certificat de localisation parce ils vont voir mes haies et ma clôture, Oui. est-ce qu'ils peuvent demander que je les déplace avant la vente de leur maison pour Il faciliter? faut comprendre qu'une propriété parfaite, c'est excessivement rare.
Donc, une propriété exempte de tous les soucis, ça peut arriver une fois sur 500 à peu près. Il va toujours avoir un repère, une borne qui n'est pas au bon endroit, une clôture qui n'est pas exactement sur la limite de propriété. C'est normal, puis c'est sain. L'idée, c'est vraiment de dire, si elle est à reconstruire un jour, elle devrait être installée au bon endroit. Le but du certificat de localisation, c'est un bilan de santé. Si moi, je vais chez le médecin, c'est clair qu'il va trouver des soucis. J'ai peut-être mal à une jointure ou Leslie, tu t'es cogné le coude en 2010 puis c'est pas revenu comme avant. C'est normal. Donc, une propriété, c'est la même chose. Que ça ne soit pas exactement sur les limites, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Donc, pour répondre à ta question, ultimement, oui, le voisin pourrait exiger que la haie ou la clôture soit corrigée, mais je n'ai jamais vu ça ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Je n'ai jamais vu ça que dans le cadre d'un certificat de localisation, la personne veut faire corriger une clôture, une haie, un muret pour qu'il soit exactement à 0 mm de la ligne. Je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est du bon voisinage, tout simplement. Exactement. Puis là, on voit que le certificat ici est daté de 2014. Cette personne-là, si elle vend dans 2 ans, Oui. il va falloir qu'elle en refasse un autre. Est-ce que tu conseillerais les gens de réutiliser le même arpenteur? C'est-tu plus simple ou ça change absolument rien? Normalement, on conseille toujours, comme quand on fait une toiture, de faire des estimés, juste par souci de transparence. Mais normalement, l'arpenteur qui a déjà fait le certificat de localisation devrait être environ de 10 à 20 inférieur au tarif de ses confrères. C'est sûr que si on parle d'un certificat de localisation qui remonte à 1961, oui, je comprends, c'est le même bureau parce que souvent, les bureaux d'arpenteurs vont changer d'actionnaire, mais le bureau, les documents vont rester propriété d'un bureau. C'est sûr que là, les technologies vont avoir beaucoup changé, donc on va refaire les mesurages en entier. Il n'y aura pas d'économie. Mais si, par exemple, le document d'arpentage a moins de 10 ans, ben c'est clair que refaites affaire avec le même arpenteur, à moins qu'il soit démesurément débordé, ça va lui faire plaisir de vous aider et à tarif plus intéressant. Et on n'a pas abordé la question, si on refait un certificat dans les Mhm. 10 dernières années, c'est parce qu'on a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qui justifie qu'on aurait besoin d'un nouveau certificat de localisation? On se remet un peu dans une des premières questions que tu m'as posées. La banque, quand elle prête de l'argent, elle veut être sûre que tout soit conforme pour, au besoin, si elle a à revendre la maison, que ce soit le plus facile possible. Donc, si on ajoute une contrainte sur la propriété, que ce soit une contrainte, par exemple, un agrandissement de maison, euh, un nouveau cabanon, une nouvelle piscine, un nouveau patio qui serait proche d'une limite de propriété. Pour une Donc, haie de cèdre, est-ce que tu le conseilles, tu dirais de leur affaire? c'est une bonne question. Normalement, moi, j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas un motif parce que la haie comme telle, ce n'est pas normé par le règlement municipal. Par contre, la haie pourrait empiéter et c'est un risque à gérer par le futur propriétaire et le notaire du futur propriétaire. Est-ce que par rapport à l'occupation du terrain, il y a l'air d'avoir un empiètement? La plupart des gens ne sont pas habilités à juger ça. Donc, en cas de doute, une maison, ça vaut, j'allais dire 200 000 300 500 000 Mhm. Ces temps-ci, ça grimpe beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes prêt à risquer un conflit de voisinage pour un document d'arpentage? Souvent, quand on achète un document d'arpentage, c'est un document qui est lié à la sécurité. Donc, vous achetez la paix, vous achetez en connaissance de cause. Plus il y a des éléments discordants qui sont litigieux, plus vous achetez à l'aveuglette. Donc, il faut en être conscient. Mais ça protège l'acheteur, mais comme tu dis, ça protège aussi le vendeur. Tout Parce à que fait. une fois que ça a été déclaré, C'est l'argent ça. va revenir. Là. Exact. Parce qu'il a acheté en connaissance de cause. Tandis que si, par exemple, il y a des choses qui n'apparaissent pas, il faut voir ça comme des zones d'ombre et des litiges potentiels. C'est vraiment l'enjeu qu'il y a par rapport à ça. Et si les gens veulent s'amuser, le site des jugements du gouvernement du Québec sont remplis de belles anecdotes de soucis de voisinage. Là, on analyse ce plan-ci que tu m'as envoyé. Là, ce serait quelle région à peu près que tu vois ce genre de certificat-là? Il y en a beaucoup en Estrie. Si on était dans la région métropolitaine, il n'y aurait pas tant de certificats de ce type-là. Donc, ça, c'est une propriété en deux temps, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a une propriété qui a front sur un grand lac en Estrie
Et de l'autre côté, ils ont un deuxième lot pour être capables d'entreposer leur véhicule, un garage. Donc, c'est des propriétés qui valent excessivement cher. Il y a, par exemple, une remise à bateau sur le bord du lac. Il y a des zones inondables qui sont normées par le Centre d'expertise hydrique, qui est un organisme du ministère de l'Environnement du Québec. Et ça, c'est des certificats de localisation qui valent plus cher. C'est des documents qui prennent une journée au complet à faire au terrain pour être capable de localiser, par exemple, les zones inondables, les bandes de protection riveraines. La maison est très grande, elle est construite proche des limites de propriété. Il y a 2 terrains, il y a le lac et de l'autre côté, il y a un ruisseau qui alimente le lac. Il y avait des soucis par rapport à une limite de propriété qui était sujette à un bornage. C'est-à-dire que la rénovation cadastrale, quand elle a fait la réforme, par exemple en 2010, elle a pris une décision qui n'était pas conforme aux anciens titres de propriété. C'est le rôle de l'arpenteur géomètre de dire attention, dans les registres du gouvernement du Québec, votre propriété est mauvaisement représentée. Il faudrait la corriger. C'est des scénarios qu'on voit environ 10% du temps, nous, dans notre pratique. On en voit peut-être un par mois dans les certificats de localisation qui dit ben, il y a des enjeux et les enjeux ne sont pas mineurs, ils sont importants, il faut les régler. Et dans ce cas-là, le propriétaire avait réglé la situation avant de se faire acheter sa propriété plusieurs millions par un acheteur de l'étranger qui venait d'Allemagne. Comme tu dis, c'est complexe à lire un certificat de localisation comme ça. Le vendeur, il peut t'appeler par la Ben suite oui, pour oui, avoir des explications, là. oui, normalement, il faut comprendre que la moyenne des ours n'est pas habilitée à lire un certificat de localisation. Ils vont voir un beau dessin en couleur. Moi, mes enfants adorent travailler sur des retails qu'on ramène du bureau. Mais c'est des documents qui sont denses, c'est des documents compliqués. Donc, il y a toujours un service après-vente qui est inclus. Tant l'acheteur que le vendeur peut appeler l'agent d'immeuble, le notaire, le banquier, pour dire ben, il y a un enjeu à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est normal? Donc, des fois, il y a des situations qui peuvent s'apparenter à être très graves, mais qu'au final peuvent se résoudre somme toute facilement. Au même titre que des fois, il y a des situations qui ont l'air très simples et très anodines, qui sont très compliquées à régler. Puis sur ce certificat-là, là, sur ce plan-là, on voit qu'à droite, les Edsen Oui, sont vraiment pas sur le terrain, là. tout à fait. Puis quand j'ai posé les questions, dans le cadre de mon mandat, j'ai appelé le voisin et le voisin il dit oui, c'est les miennes. C'est normal qu'elles ne soient pas sur la limite. Je ne voulais pas que le propriétaire vienne les couper. Donc, moi, je les ai installées de mon côté. Parfait. Parce que là, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses à lire là-dessus. Oui, C'est mieux de t'appeler pour oui, pouvoir déchiffrer le tout. oui. Puis dans ce cas-là, on voit aussi beaucoup de lignes vertes sur le terrain. C'est les niveaux en tout point sur le terrain. Donc, si les gens ont besoin de savoir, par exemple, le sens d'écoulement des eaux ou j'aimerais me bâtir une maison en rez-de-jardin, c'est l'arpenteur géomètre qui peut aider parce que c'est nous l'expert des pentes et des niveaux. On est capable de dire aux gens, bien, votre terrain est exactement comme ça. Vous pouvez l'exploiter de telle manière. Puis, surtout en Estrie, on ne se le cachera pas, on est entouré de vallées et de montagnes. Donc, quand on va dans le coin, par exemple, de Eastman, de Offord, on en fait beaucoup, beaucoup des plans de niveau pour être capable d'aider les gens à correctement occuper le territoire et de sécuriser leur investissement pour être sûr que ça soit fait selon les règles de l'art. Puis ça, là, la zone d'inondation 0-20 ans, Oui, l'institution financière ne doit pas aimer ça, mais la maison est assez loin. exact. Donc, eux, dans leur appréciation du risque, ils vont voir qu'il y a une zone inondable. C'est le rôle du vendeur de le déclarer au travers du certificat de localisation. Et là, ils vont voir que la grande maison, il n'y a pas d'enjeu, mais la remise à bateau sur le bord, bien, effectivement, est construite dans la zone partiellement 0,2 ans et partiellement 0,20 ans. 0-2 ans, Oui, 0,2 ans, ça veut dire que ça peut monter à ce niveau-là à chaque 2 ans. quand Et c'est même. normal, c'est un bateau qu'il y a là. Donc, il y a une porte de garage qui ouvre le bateau pour qu'il sorte dehors. S'il était bâti dans la zone de 100 ans, ce serait bizarre parce que la personne, il faudrait qu'elle le traîne avec une corde et une espèce de trailer pour être capable de sortir le bateau dans le lac. C'est normal que ce type de structure-là soit bâti dans une zone 0,2 ans au même titre qu'un quai est bâti dans le lac. Puis on voit que tu as même mis le mur de pierre Oui, dans l'eau. oui, qui protège la remise à bateau des vagues qui viennent du lac. Bien, merci beaucoup, Guillaume. Ça nous Oui, a beaucoup éclairé.
Oui, Si on veut faire affaire avec toi, vos coordonnées sont disponibles sur votre site Internet assez facilement. oui, C'est sûr qu'on aime beaucoup tes certificats parce que, comme on vous l'a souvent dit, il y a plein de couleurs puis c'est facile à comprendre. Donc, merci beaucoup de nous faciliter la vie. ça fait plaisir, Leslie. Bonne journée à toi. À bientôt. Merci. Bye.